Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 Week-end, l'émission consacrée, vous le savez, à vos idées de sortie pour le week-end. Au programme notamment du théâtre avec le mythe de Cendrillon revisité, des expositions sur la céramique, sur les maths ou encore du sport avec une discipline équestre très originale. Mais tout d'abord, place à l'un des événements phares du week-end, c'est une première et ça s'appelle Solidance. Samedi 22 novembre, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Solidance est une soirée dansante ouverte à tous et surtout solidaire, organisée à la ferme du Manet de Montigny-le-Bretonneux. Tous les bénéfices seront reversés au Téléthon. Pour en parler avec nous en plateau, deux invités. Alors à ma droite, Françoise de Saldeler, bonjour. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente de l'association Skydance. Et à ma gauche, Lucie Itella, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Art Magique et toutes les deux, donc, vous faites partie de l'organisation de cette grande première. Alors Françoise de Saldeler, pouvez-vous nous expliquer un peu le principe de cette soirée ? Alors cette soirée est née de l'envie que nous avions de fédérer un peu les actions des diverses associations de la Ville Nouvelle, notamment en danse, mais pas seulement. Donc c'est un projet que nous portions déjà depuis 2 ans. Voilà, avec l'aide de la ville de Montigny, qui nous a prêté la ferme du Manet, qui est un superbe endroit, nous avons pu lancer le projet et faire appel aux associations de toute la Ville Nouvelle. Alors nous avons été aidés par le service culture de la ville de Montigny qui a communiqué à toutes les associations un message pour venir partager avec nous ce moment de danse solidaire. Les associations ont donc reçu ce message et on a eu le plaisir d'avoir la participation de certaines, dont celle de Art Magique, justement, qui a répondu. Donc il y a trois associations qui vous ont répondu et qui sont co-organisatrices donc, avec vous. Parmi vous, Art Magique, donc, présidé par Lucie Itala. Qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce qui vous a poussé à dire oui à ce projet finalement ? Alors j'ai eu vent de ce projet sur le forum des associations. À la fin du forum des associations, j'ai su que Skydance organisait cet événement. Ce qui m'a plu, c'est que déjà c'était pour récolter des fonds pour le Téléthon et ça faisait 2 années consécutives qu'Art Magique n'avait pas vraiment participé à l'événement Téléthon qui se déroulait souvent et qui se déroule toujours d'ailleurs à Coubertin. Ça n'avait pas été évident pour nous d'y participer pour nos prestations de danse et là à la ferme du Manet avec d'autres associations de danse, c'était très tentant. Quand on fait de la danse et qu'on entend qu'il y a un événement danse, c'est vraiment très attrayant. Voilà, le projet, le but de l'événement, le projet, sa forme me plaisait vraiment. Donc, alors, on va préciser rapidement ce qu'il y aura sur place. Donc, il y a une grande salle de danse avec un DJ donc accessible à tout le monde, même ceux qui ne font pas de danse, juste pour danser et s'amuser. Et il y aura également des ateliers qui sont proposés donc, par les associations qui y participent. Quel type d'atelier, par exemple, votre association, donc Art Magique, va proposer ? Art Magique va proposer, alors avant de le dire, donc il y a différents espaces et trois types d'événements. Il y a tout ce qui est initiation de danse, il y a les démonstrations de danse et il y a les shows, ce que nous avons appelé les shows. Art Magique va participer aussi bien au niveau de l'initiation, en l'occurrence en danse africaine. Les initiations sont suivies de démonstrations façon flash mob sur la piste de danse, tous ensemble, avec ceux qui auront appris la chorégraphie et puis les autres qui ne seront pas laissés en reste. Et enfin, nous participons aussi au niveau du show. D'accord. Des shows, des professeurs, des démonstrations. Alors, les shows, il y a les professeurs de salsa, le professeur d'art magique Carlos Garcia Reyes et une autre, Jurelis, qui feront leur show de salsa. Il y a un groupe de jeunes que je parraine, qui est l'association Artefact, dont le leader est Warren, qui font des shows de street dance, de hip-hop, de danse moderne, de danse de cabaret sur la scène. Il y en aura pour tous les goûts. Il y aura donc de la salsa, du rock, du hip-hop, danse africaine, West Coast Swing. West Coast Swing. Oui, c'est une association. C'est une des danses qui est enseignée dans notre association. Oui, c'est une danse qui est très très en vogue, qui a beaucoup de succès. C'est un dérivé du rock, peut-on dire, de façon un peu rapide. Et c'est une danse qui est très très plaisante à danser. Donc il y aura ça. En fait, un des grands intérêts de cette soirée, en plus du côté solidaire qui est quand même la base, c'est qu'on va pouvoir faire se mélanger tous les types de danse, ce qui n'a
à ma connaissance, jamais été fait sur la ville nouvelle, puisqu'on pourra, dans un même lieu, sur 3 espaces différents, danser à la fois du hip-hop, de la valse, du tango, du rock, avoir une initiation par l'atelier de Qigong vicinois d'une discipline qui s'appelle le Wutao. Donc on va pouvoir même faire un lien entre, grâce à Art Magique et à l'atelier vicinois, faire un lien entre l'atelier de rythme et souffle et la danse africaine. Donc montrer un peu comment toutes les danses et tout le mouvement peut être plaisir et source de rassemblement de tous. Donc Qigong vicinois et Illicit Dance, de voisins de Bretonneux, sont aussi donc les 2 organisatrices participantes. Il y a une association qui n'a pas été citée parce qu'elle nous a rejoint après, et l'affiche existait déjà. C'est l'association La Voix en Scène, parce que dès l'entrée, en fait, lorsque le public arrive, il est accueilli en musique, en chant, live, avec les adhérents, les élèves de l'association La Voix en Scène. Vous parliez de mélanger un peu tous les types de danse. Ça va permettre aussi de mélanger tous les types de public aussi. Tout à fait. C'est aussi un début. C'est vrai que nous regrettons que souvent les associations restent un petit peu dans leur précaré. Et un des objectifs sous-jacents de cette soirée, c'est aussi que les associations se rencontrent. Et rien de mieux que la danse pour se rencontrer. Donc se rencontrer, communiquer, et ensuite forcément des liens vont se créer et il y aura des projets plus intéressants sur la ville nouvelle. Donc plusieurs objectifs cassés aussi, donc les cloisons entre les associations qui ne se connaissent pas forcément. Ça, vous êtes nombreuses dans le département en danse à proposer un peu presque la même chose, des mêmes types de danse. Oui, on imagine qu'à travers les initiations, justement, les personnes à l'issue des initiations pourront avoir un réel aperçu de ce que c'est et vont par la suite s'intéresser à d'autres choses que ce à quoi elles avaient l'habitude. Donc vraiment, je pense que ça va réunir. On espère beaucoup, on attend beaucoup de cet événement sur tout ce qui est unification et rencontre. Et donc on l'a dit, tous les bénéfices seront reversés au Téléthon. Vous avez déjà de nombreux inscrits. Vous en êtes où pour l'instant ? Oui, alors on a une visibilité qui n'est pas très facile parce que depuis plusieurs années, les personnes s'organisent de moins en moins à l'avance. Donc c'est vrai qu'il y a sûrement un fort public, on l'espère en tout cas, qui viendra au dernier moment. Pour l'instant, on a un pronostic d'à peu près 150 personnes qui sont déjà inscrites. Et on espère que de toute façon dépasser les 200 personnes, ce qui serait pour nous un bon résultat pour une première édition. Parce qu'on espère bien que cet événement serait un rendez-vous qui pourrait devenir un rendez-vous récurrent. C'est l'idée sous-jacente aussi sur laquelle on s'est engagé et voilà, nous sommes évidemment prêts à accueillir d'autres associations pour les années suivantes. J'allais vous demander justement, est-ce qu'il y a des projets sur le long terme après qui sont prévus ? Absolument, oui. C'est une idée qui est vraiment de faire un rendez-vous annuel. Il y a un très très fort potentiel sur la ville nouvelle en danse, mais également en vie associative. Et c'est vrai qu'au départ, ce projet était ouvert à tout type d'associations. Lorsque nous avons fait la première réunion à laquelle a déjà participé Lucie, il y avait d'autres associations qui étaient présentes, qui ne nous ont pas suivis parce qu'elles n'ont peut-être pas trouvé leur place, et peut-être qu'en voyant justement le résultat de ce qu'on va proposer, elles pourront nous rejoindre les années suivantes. Très bien. Alors donc, je le rappelle, Solidance, c'est ce samedi 22 novembre à partir de 20h30 et jusqu'à 1h30 du matin à la ferme du Manet de Montigny-le-Bretonneux. Il reste des places, c'est accessible à tous, c'est festif et c'est pour la bonne cause. Il est également possible de s'inscrire directement sur place, de prévoir ça à la dernière minute. Toutes les informations s'affichent en bas de votre écran. Merci à vous d'être venus sur notre plateau. Merci à vous. On enchaîne avec des loisirs autour du conte ce week-end. Une Cendrillon comme vous ne l'avez encore jamais vue. Loin de la version mercantile, Joël Pomera, le grand nom du théâtre français, revisite le mythe. L'œuvre pour petits et grands est à découvrir jusqu'à ce dimanche 23 novembre au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Aurélia Debussy l'a rencontré. Voici un extrait. Figure majeure du théâtre contemporain français, Joël Pomera présente sur la scène nationale de Saint-Quentin en Yvelines sa version du conte populaire Cendrillon. Bonsoir Joël Pomera. Vous êtes dramaturge et metteur en scène. Vous préférez le terme auteur de spectacle, car selon vous, il ne devrait pas y avoir en fait de dualité, de séparation des tâches, comme vous dites, entre l'écriture du texte
et sa mise en scène. Alors expliquez-nous justement sur quoi repose votre démarche d'un travail unique de création. Déjà, je ne veux pas imposer ce modèle-là à tout le monde, hein. C'est celui qui me convient. Moi, j'ai commencé à écrire des pièces de théâtre, je voulais devenir auteur de théâtre, et puis je me suis rendu compte qu'en fait, on n'était jamais mieux servi que par soi-même, tout simplement, et que donner son texte à d'autres pour qu'ils, comme on dit, le mettent en scène, c'était aussi un risque, et finalement accepter à ce moment-là que le sens qu'on avait voulu donner à son projet puisse être transformé, développé dans d'autres directions que celles qu'on avait souhaitées au départ. Donc c'est pour ça que j'ai voulu, en quelque sorte, vraiment être aux commandes du processus complet de la fabrication d'un spectacle. Et maintenant, donc naturellement, j'en suis venu à dire que j'étais ni metteur en scène, puisque je ne monte pas les pièces des autres, ni auteur, parce que je ne fais pas qu'écrire. Donc je suis un écrivain de spectacle, un auteur de spectacle. Cendrillon, c'est votre 3e spectacle pour enfants, après Le Petit Chaperon Rouge et Pinocchio. Qu'est-ce qui vous plaît dans la recherche, dans le fait de revisiter des contes populaires? Ces contes, ces mythes, elles sont pour moi aussi une façon de continuer à apprendre ce que c'est que raconter une histoire. Qu'est-ce que c'est qu'un récit? Moi, je dois dire que je suis quelqu'un qui a construit sa démarche d'écriture théâtrale, au sens large du terme, sur la narration. C'est-à-dire que je ne fais pas partie des auteurs contemporains qui ont abandonné le récit pour aller vers des formes qui seraient éclatées du point de vue narratif. Et donc, je pense qu'il faut revenir au récit, quitte à le re-questionner d'une manière différente. Et donc, cette forme un peu classique, ancienne, mythique, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'apprentissage pour moi de cette vision que j'ai de l'écriture. Pourquoi avoir choisi Cendrillon? Pourquoi pas Peau d'âne, par exemple? La première chose qui m'a séduite, c'est la méchanceté. C'est le rapport dans cette pièce à la violence relationnelle. Et puis en fait, je me suis rendu compte et c'est pour ça que j'ai fait la pièce, et en travaillant vraiment ensuite sur l'écriture de cette pièce, j'ai découvert que le vrai sujet qui là dépassait nettement cette première approche que j'avais eue, c'était le vrai sujet pour moi de cette pièce, c'était la mort. Et c'était finalement aussi pour moi une sorte d'explication possible du comportement de cette jeune fille qui est dans l'acceptation complète qu'on appelle de la gentillesse, de la maltraitance des autres. Et j'ai cru percevoir qu'en fait cette gentillesse, cette acceptation, c'était comme quelque chose de l'ordre d'un masochisme, on pourrait appeler, c'est-à-dire quelque chose qui cherche à se punir soi-même et qui se sert des autres pour se faire du mal. On ne peut pas tout raconter. Ce mal, pour moi, j'en reviens au thème de la mort, ce mal, évidemment, est lié à une sorte de culpabilité liée à la mort de la mère, comme tout enfant qui ne comprend pas la mort et qui la vit avant la compréhension. Il y a la possibilité de se rendre coupable de cette tragédie. Alors, dans votre version, qui n'est pas une version édulcorée, pour autant, c'est à la fois dramatique mais comique, parce qu'on rit aussi. Alors c'est vrai que la notion de mort est présente au tout début du spectacle, et puis va être donc un fil conducteur. Mais comment vous abordez justement ces thèmes pour les enfants? Oui, c'était ça qui était l'intérêt pour moi, c'était aussi de me confronter à cette difficulté, de parler d'un sujet grave ou même un petit peu traumatisant pour des enfants. Je pense que ça fait partie aussi de ma conception du rapport à l'enfance, qui est de penser qu'en tout cas, dans les questions artistiques, il est possible et il est même nécessaire d'aborder toutes les grandes questions
qui sont présentes à l'intérieur de chaque être humain à l'état d'enfance. Et ce samedi, donc 22 novembre à 20h30 et le dimanche 23 novembre à 16h, ce sont les dernières représentations de cette pièce. N'hésitez pas à réserver sur le site internet du Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines ou sur kiosquesky.fr. Et si vous voulez retrouver l'intégralité de cet entretien, rendez-vous sur le site internet de TV Fil 78. Et toujours dans l'univers du conte, sachez qu'a lieu ce week-end de la 14e édition de la Fête du Conte, l'occasion de réunir petits et grands autour de récits adaptés à tous les âges. Les conteurs seront présents dans les médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines et dans les salles de spectacle. Retrouvez le programme complet sur le site internet de Kiosque. Et on continue la tournée des idées de sortie pour ce week-end avec ce salon du livre d'histoire de Versailles. Samedi et dimanche de 14h à 18h30, rendez-vous à l'Hôtel de Ville pour la 7e édition. 130 auteurs et plus de 10 000 passionnés d'histoire s'y retrouvent chaque année. Des débats, des animations pour enfants et des rencontres sont au programme. Du côté de Montigny-le-Bretonneux maintenant, toujours dans le domaine des livres, la médiathèque du Canal vous propose 1 heure pour découvrir de nouveaux bouquins et échanger avec les bibliothécaires autour d'un café. C'est samedi Qu'est-ce qu'on lit, c'est gratuit et ouvert à tous ce samedi à 11h. On parle exposition à présent. 4 artistes céramistes proposent leurs 4 techniques différentes à la galerie Le Corbusier de Trappes. Parmi elles, le fameux raku, une technique japonaise. L'exposition se tient jusqu'au 13 décembre. Catherine Zulato et William L. se sont rendus sur place. De drôles de bêtes avec des antennes qui peuvent faire penser à des mollusques ou à autre chose. Allez, place à l'imagination avec Brigitte Lecointre. J'adore les objets, j'adore le monde animal par sa beauté et j'ai envie un petit peu de refaire sans pour cela copier ce qui a été déjà fait. Donc ça c'est mon monde à moi. Depuis 7 ans, Brigitte Lecointre s'est spécialisée dans le raku, une technique de cuisson japonaise qui autorise bien des libertés. On fait une première cuisson, ce qui s'appelle le tesson, à 1000 degrés. Et lors de la deuxième cuisson, qui sert généralement à l'émaillage, là, on fait une montée en température rapide. On sort la pièce à 1000 degrés, donc il va avoir un choc thermique, et ensuite on va l'enfumer. Donc c'est pour ça que ça donne des effets noirs sur les parties non émaillées, parce que la terre reste poreuse et absorbe le carbone. Et les parties émaillées, elles sont craquelées parce qu'il y a ce choc thermique. Nani Champichotte travaille à partir de l'argile. Elle pratique également le raku. Cette artiste plaisiroise a découvert la céramique lors d'ateliers d'art plastique. C'était en Allemagne. Elle avait 14 ans. Depuis, elle n'a jamais quitté la discipline. Aller au bout de la matière, c'est ce qu'elle aime tout particulièrement. Elle présente ici des formes très fines. Là, par exemple, faire des formes aussi fines en terre, ça va aux limites du matériau, mais ça m'intéresse. De mettre des émaux que je mets très épais qui donnent ces gouttes, ces craquelures, ces retraits. Ça m'intéresse. Un savoir-faire que l'artiste transmet aux jeunes générations à travers des ateliers menés à la galerie Le Corbusier. J'ai vu quand j'ai donné la terre aux enfants, il y a un moment donné, il n'y a plus rien, il n'y a plus un bruit, ils font. Et ça, c'est de créer quelque chose qu'on voit. Je ne peux pas expliquer plus que ça, que c'était vraiment pour moi un choc. 2 autres artistes céramistes exposent également leurs œuvres avec d'autres techniques utilisées. Fan, lui, travaille la poterie, soit avec un tour, soit en modelage manuel. Et on est plus dans du grès, hein, c'est des terres qui cuisent à 1200 degrés. Et pour terminer, Edith Le Poivre, elle travaille d'une toute autre manière. Elle se sert vraiment de la terre pour faire des sculptures au sens classique du terme. Elle fait des bustes, elle fait des poissons, très amusants d'ailleurs, très enfantins. Et elle n'utilise pas du tout de raku, pas du tout d'émail, pas du tout d'oxyde. Elle fait des patines. L'exposition se termine le 13 décembre prochain et pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur ces techniques de la céramique, la galerie Le Corbusier propose des ateliers de sculpture tout au long de l'année. Exposition toujours à la Maison de l'Environnement de Saint-Quentin en Yvelines par différentes manipulations. Cette exposition relève le défi de nous faire aimer les maths et même de nous amuser avec elles. Accessible à partir de 7 ans, elle démarre demain. Les entrées et les visites sont libres aux horaires d'ouverture.
Je lisais dans les titres, c'est un sport équestre plutôt original. Il s'agit du reining. Venue du Far West, cette discipline de dressage se développe depuis une dizaine d'années en France. Elle consiste à contrôler le cheval entre les rênes et de manière très précise. Nous avons rencontré l'un des leaders de cette spécialité dans son centre d'équitation western à Villette. Élodie Moine pour les images. Guidé entre les rênes et avec une seule main, c'est le reining. Discipline d'équitation western venue tout droit des États-Unis, elle est caractérisée par ses rênes longues, distendues, sans tension continue sur le mors. Voilà, regardez, je vais bouger et il va venir face à vous. Je bouge mon couloir de rêne, je remets mon couloir de rêne dans l'axe. C'est entre mes deux rênes, il n'y a pas de force dans la bouche. Des chevaux plus petits pour avoir un meilleur équilibre, le contrôle mental sur les chevaux, autant de différences avec l'équitation classique. Quand j'ai commencé gamin d'avoir un cheval que quand on dit wow, il s'arrête. Ça paraît tout bête, mais pour un enfant ou même une personne plus avancée, c'est la sécurité, quoi. Il y a très peu de chutes. C'est un sport d'expérience et pas un sport de force. Donc ça permet à tout type de public de pratiquer cette discipline. Le reining trouve ses origines dans le travail du bétail, dans le ranch. Mais ne vous méprenez pas, ces hommes ne sont pas pour autant des cow-boys. Ce sport se développe depuis une dizaine d'années en France, mais l'amalgame avec le côté folklore, aujourd'hui dépassé, a longtemps freiné son arrivée. Et les gens viennent pratiquer le reining sans, j'allais dire, entre guillemets, sans honte. C'est-à-dire qu'il y avait cette petite honte qui leur pesait dessus, qui disait « Ah ouais, mais si je dis ça à mes copains du club, que j'ai été, on va me traiter de cow-boy. » Ça, c'est fini. Maintenant, on leur dit « Ah, on t'a essayé le reining, comment c'est ?» On peut aimer les États-Unis, on peut aimer les cow-boys, mais on peut venir au reining sans du tout adhérer au folklore. En compétition, les reineurs, comme on les appelle, doivent enchaîner des figures imposées. Le spin, l'arrêt glissé, wow, ou encore le changement de pied. Changer de pied. 20 ans d'expérience, plusieurs titres à son actif et toujours membre de l'équipe de France, Grégory est aussi entraîneur. Les cours d'équitation western sont accessibles ici dès l'âge de 10 ans. Et on continue en sport avec ces matchs à ne pas rater ce week-end en slot racing. C'est la 8e édition des 6 heures de Maurepas. Vous pourrez découvrir les cadors des circuits miniatures au cours de courses d'endurance par équipe. Rendez-vous au Mille-Club de Maurepas à partir de 11h. Foot US, c'est 3e journée de Division 3. Les Templiers d'Elancourt accueillent le Red Star. Les Elancourtois vont tenter de décrocher leur première victoire de la saison. Coup d'envoi à 14h au complexe sportif d'Elancourt. Place maintenant à l'actualité cinéma. Et tout de suite, les sorties ciné de la semaine et les avis des spectateurs au micro d'Élodie Moine. C'est un film sur l'identité, donc c'est toujours un thème qui est intéressant. J'aime beaucoup l'acteur aussi, Mathieu Kassovitz, mais j'ai eu du mal à rentrer dans le film. Il y a une idée, mais la réalisation n'est pas convaincante. J'ai beaucoup aimé ce film. En fait, c'est très Hitchcockien en termes de suspense, d'une part, mais aussi il y a toute une réflexion sur la paternité, sur l'identité, sur soi-même dans la foule et l'anonymat et la personnalité en même temps. C'est pas mal. Je ne suis pas spécialement une fan de Hunger Games, mais vraiment le film était bien et puis ça donne envie pour la suite, la partie 2. Très bon film, j'ai regardé le 1 et le 2 la semaine dernière pour me remettre dans l'ambiance et franchement j'ai été impressionné. Il joue un peu avec nos émotions, le producteur, et donc on est tenu jusqu'à la fin, vraiment jusqu'à la fin du film, et très bon film, ouais, allez voir. Et notre coup de cœur de la semaine, c'est celui de Cyril Haddad du cinéma Espace Noiret d'Éclès-sous-Bois. Cette semaine, le coup de cœur de l'espace Philippe Noiret est le film d'animation Box Trolls. L'action se déroule à Cheesebridge, une ville huppée de l'époque victorienne, dont la principale préoccupation est le luxe, la distinction et la crème des fromages les plus puants. Sous le charme de ces rues pavées se cachent les Box Trolls, d'horribles monstres qui rampent hors des égouts la nuit pour dérober ce que les habitants ont de plus cher, leurs enfants et leurs fromages. Enfin, c'est du moins ce que dit la légende. Adapté d'un conte pour enfants, ce film d'animation est un véritable dépaysement empreint d'humour, de poésie, de valeurs humanistes et quelques moments d'anthologie. On notera tout particulièrement la beauté des décors miniatures. Les Box Trolls est une merveille de précision et constitue une vraie prouesse visuelle. Esthétiquement, ce film est très réussi. Il touchera sans aucun doute petits et grands.
Boxtroll est à découvrir en famille cette semaine à l'espace Philippe Noiret. Lorsque leurs vies seront menacées. On se laisse capturer, on réagit même pas. Non! Par ici. Ils trouveront de l'aide là où ils s'y attendent le moins. Si j'accepte de t'aider, il faudra que tu fasses exactement ce que je dis. Pour commencer, enlève ta boîte. Silence! C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end.